Bonsoir à tous, vous écoutez la revue Militant avec André Grandillon, le directeur en chef, que voici. Bonsoir à vous, monsieur Grandillon. Bonsoir Florian. Nous avons 3 vidéos géopolitiques pour cette fois-ci, donc entre décembre 2022 et janvier 2023. Et je vous lance pour commencer sur la Russie et l'OTAN avec la situation géopolitique, en commençant par traiter ce qui est des prémices de la situation actuelle avant d'en venir à la situation actuelle. Voilà. Oui, effectivement, il est toujours extrêmement important de faire des rappels historiques. Parce qu'aujourd'hui, on voit les armées russes et les forces de Kiev qui se tapent dessus, une guerre qui est en train de prendre des proportions de plus en plus importantes. Mais alors on nous dit que ce sont les Russes qui ont attaqué et autres, mais il faut replacer les choses dans la longue durée pour mieux comprendre les enjeux. Alors, à l'origine, si on peut dire, l'Ukraine a été rattachée à la Russie par le traité de Péréaslav en 1654. Vous avez... la région de Kiev a été rattachée à la Russie par ce traité-là, parce que les Cosaques et les populations de la région ne voulaient pas se retrouver sous autorité polonaise, essentiellement pour des questions de religion. Les Ukrainiens étant... les populations de ce qu'on appelle aussi la Petite Russie, étant orthodoxes, chrétiens orthodoxes, catholiques orthodoxes, alors que les autres sont catholiques romains, les Polonais. Bon. Ensuite, toute cette partie-là de ce qui est actuellement en gros l'Ukraine a été sous domination, sous autorité des tsars, à l'exception toutefois de la partie ouest de l'actuelle Ukraine, qui est la Galicie et la Volhynie, qui ont appartenu au royaume polono-lituanien jusqu'au partage de la Pologne en 1772-1792, il y a eu plusieurs partages, et ensuite à l'Empire austro-hongrois. Donc déjà il y a une césure extrêmement importante, qui fait que lorsque l'Empire austro-hongrois s'est dissous, alors que l'Empire des tsars était en pleine révolution avec la révolution d'octobre, avec les bolcheviks, des tentatives d'union ont été faites entre les Ukrainiens de Galicie et les Ukrainiens de Kiev, et en gros un traité d'union a été signé en décembre 1918 et il a été déchiré en janvier 19. Donc c'est pour dire déjà qu'il y a une zone de fracture extrêmement importante. Ensuite, dans les années 20, le régime, il y a eu une période, alors à la fin de la Première Guerre mondiale, où a été créé un gouvernement ukrainien à Kiev, avec des hetmanas comme Skoropadsky, qui ont créé une certaine indépendance de l'Ukraine, mais ça ne correspond pas à l'Ukraine actuelle. C'était plutôt autour de Kiev, dans toutes ces régions-là, et alentour ont été créées d'autres républiques. Alors, dans le cadre de la guerre civile, ont été créées des républiques autonomes, socialistes soviétiques, dans la région de Kharkov, dans la région de Kherson, dans la région des Katarinoslaves, qu'on appelle aujourd'hui Dniepropetrovsk. Et finalement, à l'issue de la guerre civile, le gouvernement bolchevique a créé un État ukrainien, mais un État ukrainien qui n'était en quelque sorte qu'un démembrement de la Russie des tsars, puisque la Russie des tsars s'était reconstituée sous la forme de l'Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Cette république d'Ukraine a inclus les populations de la région de Kiev qu'on appelle les petits Russiens, mais aussi toutes les populations proches de la mer Noire, c'est-à-dire ce que l'on appelait la Nouvelle-Russie depuis Catherine II, étant donné que toutes ces régions-là avaient longtemps appartenu aux Ottomans, que Catherine II, en 1776, au traité de Küçük-Kajnardy, avait récupéré toutes ces régions-là et les avait russifiées progressivement, et les avait peuplées de Russes, aussi d'Allemands,
Elle avait rassemblé les Grecs aussi, qui étaient les Pontios, qui étaient sur le pourtour de la mer Noire, d'où le nom de la ville d'Odessa, qui était à l'origine destinée à regrouper les Grecs, Odessa, Odyssée en grec. Et ensuite, après 1940-45, on a rattaché à l'Ukraine toute la Galicie, Volhynie, toutes ces régions qui étaient anciennement donc austro-hongroises, puis polonaises dans l'entre-deux-guerres. Et là, ça n'a jamais vraiment fonctionné. Oui, c'est une terre d'empire en fait, l'Ukraine, Voilà. ça s'est changé sauf les républiques indépendantes Voilà. et même un peu de présence turque ottomane. Il y avait des présences turques, mais oui, les Turcs étaient dans le long de la côte, jusqu'en 1776-77, jusqu'au moment où Catherine II donc, a pris le pays, a occupé ces régions qui étaient en grande partie désertes. Et aujourd'hui, ce sont des régions qui sont encore relativement désertes. Quand vous regardez la densité de population, elle est entre 32 et 35 habitants au kilomètre carré. Ce qui est très peu. Vous prenez la France, le minimum c'est 50-60 pour les régions les moins peuplées. Donc il faut bien voir que ce sont des régions qui sont encore vides de monde et que cette petite nouvelle Russie, Novaya Russia, c'est-à-dire en gros ce que la Russie a annexé dernièrement, nous allons y revenir, et plus on rajoute la région d'Odessa, ça fait à peu près 120 000 km². 120 000 km², en gros, c'est les actuelles régions d'Aquitaine et de Midi-Pyrénées. Et Languedoc-Roussillon qui sont réunis. En gros, c'est toute cette partie qui va de l'Atlantique à la Méditerranée, donc tout le sud. Alors, c'est, vous voyez, 110 000, 120 000 km², ce n'est pas quelque chose d'énorme en superficie. Donc, vous avez eu de 45 à 91 cette République d'Ukraine qui existait, qui avait un siège à l'ONU, parce que Staline s'était débrouillé à donner à la Biélorussie et à l'Ukraine un siège à l'ONU, en plus du siège de l'URSS, pour faire jouer un poids plus important du monde communiste, du monde soviétique à l'ONU, dont ils étaient membres fondateurs. En 1991, le pays éclate. L'URSS éclate. Et les 15 républiques socialistes soviétiques fédérées qui constituaient l'URSS prennent leur indépendance. Alors, dans un premier temps, Gorbatchev ne pensait pas arriver à un tel éclatement. Et il avait voulu rattraper les choses en créant, avant 1991, avant l'éclatement de l'URSS, une URS, une Union des républiques souveraines. Mais ça n'a pas fonctionné, et après 1991, la Russie a tenté de recomposer l'URSS, mais d'une manière beaucoup plus large, à travers la CEI, c'est-à-dire la communauté des États indépendants, avec une présidence tournante. Cette organisation existe toujours. C'est pour garder une influence dans le monde eurasiatique, d'une certaine façon. À cette différence près, c'est que cette CEI ne contient aujourd'hui que 11 États. N'en font plus partie les 3 États baltes, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, et l'Ukraine. Voilà. Les autres pays en font partie. Alors, d'un autre côté, après l'éclatement de l'URSS, vous avez eu aussitôt les Occidentaux qui ont considéré qu'effectivement c'était une victoire d'avoir défait la puissance soviétique. Et effectivement, mais à cette différence près, comme les Russes le rappellent toujours, nous n'avons pas été vaincus. C'est nous qui nous sommes dissous et qui nous sommes réorganisés autrement. Alors effectivement, la Russie dans les années 90 avec les années Helsinki a été un petit peu comme une tortue sur le dos. Il a fallu tout reconstruire. Le pays a été en grande partie pillé par les Occidentaux. Et surtout, au lieu de saisir la chance de réunifier l'ensemble du monde européen, ce que les Russes pensaient faire et ont toujours demandé, Poutine l'a demandé jusqu'en 2016 d'ailleurs. Là, on écarte la Russie de l'Occident, en fait. Mais on écarte. À chaque fois, vous avez eu l'OTAN, les Occidentaux, qui ont cherché à manger la Russie, à continuer à l'écraser. Vous avez, en 1991,
la réunification de l'Allemagne, la dissolution du pacte de Varsovie, qui était l'organisation militaire intégrée du bloc soviétique, qui se dissout. Mais dans le même temps, vous avez l'OTAN qui se maintient. L'OTAN ne s'est pas dissous. Et contrairement aux promesses orales faites, effectivement, ça n'a pas été formalisé par un texte, ça n'a pas été entériné par un texte. Contrairement à ce qui avait été promis que l'OTAN ne s'étendrait pas aux anciens pays du bloc de Varsovie, vous avez progressivement l'OTAN qui a avancé avec l'adhésion de la Pologne, l'adhésion de la Tchéquie, de la Slovaquie, l'adhésion de la Hongrie, après vous avez la Bulgarie, vous avez la Roumanie, et progressivement, et les pays baltes aussi bien sûr, et progressivement, la Russie a senti en gros que les Occidentaux lui pointaient un pistolet de plus en plus armé sur la tempe. D'où les théories du grand échiquier de Brzezinski qui semblent se confirmer aussi. Mais bien sûr, oui. Alors, Brzezinski a publié en 1997. C'est un peu le début de la chute de l'Empire américain avec une émergence russe en face. Alors, effectivement, Brzezinski bien que a la situation économique, vous en parlerez aussi, de la Russie qui est peut-être plus spéciale. Alors, à l'époque, la situation économique de la Russie était véritablement 36e dessous. Parce qu'effectivement, quand vous avez une économie planifiée et qu'il faut la réorganiser en économie privée... Là, c'est le communisme libéral. Ça pose des problèmes, d'autant plus que le démembrement de l'économie planifiée, de la privatisation des usines, s'est fait au profit, disons, des directeurs d'usines et d'un certain nombre d'aigrefins, dont une grande partie, on va nous accuser d'antisémitisme, étaient juifs. Et, on va retrouver... oui, ça manquait d'État national qui orientait ça vers le bien commun. Et alors... donc la Russie est au... Oui, je vous ai un peu coupé après sur Brzezinski. Voilà, alors, justement, on va revenir après sur cette question de l'économie russe. Mais Brzezinski a publié son livre en disant les États-Unis sont actuellement au fait de leur puissance, mais avec le temps, cette puissance est amenée à décliner. Il voyait très bien qu'il y avait la montée en puissance de l'Inde, de la Chine, ils avaient très bien compris. Donc, l'objectif était de prendre les devants et de faire en sorte d'assurer à la puissance américaine des gages pour lui permettre de durer plus longtemps que sa domination ne pourrait durer. Et l'élément central, c'était... Alors là, il ne faisait que reprendre des théories antérieures, par exemple de Mackinder, un théoricien du début du XXe siècle, ou de l'amiral Mahan, comme quoi il fallait enlever l'Ukraine à la Russie. Et la thèse, c'est vous enlevez l'Ukraine à la Russie n'est plus un empire et elle devient une puissance secondaire. Donc, à partir de ce moment-là... Poutine le voit dans l'autre sens, alors c'est d'où l'importance. D'où l'importance, effectivement. Effectivement. Et ce qui s'est passé, c'est que progressivement, l'OTAN, sans le dire, a avancé vers l'Ukraine, a investi l'Ukraine. Alors, en 2004, ils ont tenté une subversion avec la révolution orange, qui n'a pas vraiment fonctionné. Et vous avez au sein de la Russie, de l'Ukraine, une oligarchie. Alors une partie était quand même à regarder plutôt pro-russe, parce que de toute façon c'est la Russie qui est le centre d'attraction. Et puis l'Ukraine, quoi qu'on en dise, c'est une partie de la Russie, de toutes les Russies, si on veut dire. Hein. Les tsars, ils étaient empereurs pas de Russie, de toutes les Russies, c'est-à-dire de toutes les composantes de la Russie. Bon. Et vous en aviez d'autres qui regardaient du côté occidental et qui voyaient des affaires à manigancer et autres. Et en 2014, il s'est trouvé que, ou plutôt en 2013, vous avez eu un accord économique qui a été signé avec l'Union européenne qui est, disons, le bras masqué des États-Unis et de l'OTAN, hein, il faut pas se leurrer. Et à partir de ce moment-là, il s'est posé la question de ratifier cet accord. Le président Yanukovych, lui, qui était plutôt pro-russe, a dit on va discuter, on va le reprendre, enfin bref, a tergiversé, parce qu'il savait très bien qu'on ne peut pas couper l'Ukraine de la Russie. Et à ce moment-là, il y a eu le coup d'État de Maïdan. Un coup d'État qui a été fomenté par la CIA, par les Américains. D'ailleurs, aujourd'hui, bon, l'affaire est parfaitement visible. Il suffit de regarder les vidéos de Victoria Nuland, qui fait partie des réseaux néoconservateurs américains,
pour voir que c'était un moyen de faire un coup d'État pour installer un pouvoir pro-occidental et progressivement de chasser la Russie. Bon. Il s'est passé une chose extrêmement importante, c'est que ils ont mis en selle les Galiciens, les nationalistes ukrainiens, mais en réalité les nationalistes galiciens, qui, eux, ne sont pas des nationalistes au sens où nous l'entendons en aimant leur pays, en défendant leur pays, mais ce sont, on pourrait dire, des nationalitaristes, en ce sens que leur objectif, c'est de casser du russe. C'est une bagarre contre le russe, à la fois contre le polonais, à l'époque, mais contre le russe. Il y a plus une haine de l'autre qu'un amour de soi, on va dire. Voilà, c'est une haine de l'autre. Ces gens-là, ils poursuivent la guerre qui a été lancée à l'époque des partis nationalistes galiciens dans les années 20, Konovalets, puis Bandera, d'où aujourd'hui on parle de bandéristes, qui mènent leur guerre personnelle contre la Russie. Alors, le paradoxe, c'est que ces gens-là, ils ont toujours arboré la croix gammée, ils se sont revendiqués, en gros, entre guillemets, nazis, parce que moi je connais pas de nazis, je connais que le national-socialisme. Et à partir de là, on a ce paradoxe, c'est que l'Occident, qui par exemple ici, vous tendez le bras, vous dites du bien d'Hitler, vous allez dans la 17e chambre, mais là-bas en Ukraine, vous tendez le bras et puis vous vous revendiquez descendant de la division SS Galicia, on vous donne de l'argent, on vous applaudit, on vous décore. Là, il y a quand même des choses qu'il faut... Ouais, il y a une situation double assez spéciale. Oui. Une situation qui ne va pas. Et en plus, vous avez les Israéliens qui soutiennent ces nazis revendiqués. Là, il faut m'expliquer les choses. Hein, déjà, là, c'est pas très net, la situation. Mais vous avez ce pouvoir, donc, qui s'est installé à Kiev. Ces gens-là ne parlent pas russe. Ils parlent l'ukrainien, si on peut dire, le ruthène. Moi, je les appelle les ruthènes, comme on les appelait à l'époque de François-Joseph. Les ruthènes. Et ils ont interdit la langue russe dans l'usage administratif. Oui, c'est l'agression. Évidemment, quand vous avez 40% de la population qui parle russe, ou qui ne parle que le russe, qui est russophone, et russe d'origine, vous avez eu le problème du Donbass. Puis après, les problèmes même des insurrections dans le sud, notamment à Odessa, où on n'en parle pas en Occident, mais les Russes ne l'oublient pas. Il y a une quarantaine de personnes qui ont été brûlées vives dans la maison des syndicats à Odessa par justement ces troupes ukro-bolcheviques, là, donc, enfin ukro-nazis, disent certains, ukro-bolcheviques, enfin disons galiciennes, là, bandéristes. Les Russes ne l'ont pas oublié et en parlent toujours. Donc voilà. Il y a eu des accords qui ont été signés, on appelle les accords de Minsk. Alors il y a eu Minsk 1, Minsk 2, bon j'entre pas dans les détails, mais en gros c'était pour garantir une sorte de fédéralisation de l'Ukraine en permettant à ces régions à majorité russophone de continuer à parler le russe. Ces accords n'ont jamais été appliqués. Une agression linguistique qui faisait qu'on n'avait plus le droit de parler russe dans le commerce, etc. C'est aberrant. Donc quand on était touriste ou russe d'origine, bon, c'était pas une agression assez directe. Voilà. Et ces accords n'ont jamais été appliqués. Et dernièrement, Merkel a déclaré qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'appliquer ces accords et qu'en gros, elle avait berné Poutine. Donc, enfin, vous voyez des gens comme ça. Poutine a dit après, mais maintenant, avec qui puis-je discuter? À qui puis-je faire confiance? Ils n'inspirent aucune confiance, oui. Donc, les Occidentaux que nous avons, mais il faut le dire, tous les dirigeants occidentaux, quels qu'ils soient aujourd'hui, ce sont des crapules, des bandits, c'est tout. Et on a vu que Macron avait révélé une discussion privée, ce qui ne se fait absolument pas. Alors là, Macron... la part de confiance est totale. Le peu de confiance qu'il avait n'existe plus. C'est fini. Remarquez, je vais simplement faire une incidente, mais quand vous l'avez vu au match au Qatar, à lever les bras, à faire le guignol sur le terrain... À danser, à faire des têtes de cocaïnés. Oui, des têtes cocaïnés, c'est bon... vous avez affaire à un histrion, mais pas à un chef de l'État. Et vous avez la même chose au Québec, enfin au Québec, non, au Canada, avec Trudeau. Oui, c'est son homologue canadien. C'est parfait. C'est du sosie. Oui, ils sont tous sur le même modèle. Ils sont tous sur le même modèle. Et puis, du côté de la jambe féminine, vous avez en Allemagne Annalena Baerbock, la ministre des Affaires étrangères, qui est affiliée au même réseau. Vous avez Maya Sandu, là-bas, en Moldavie,
qui est prête à tout ouvrir à l'OTAN, enfin ainsi de suite. Ils sont tous le même modèle, hein. Tous des dégénérés, voilà. Bon, des dégénérés, mais qui nous font du mal. Pour revenir donc à la situation économique russe... Mais alors, donc, à ce moment-là, eh bien, effectivement, vous avez eu une sécession. Les gens, ils ont dit, bah nous, non, on veut continuer à parler russe, mais appliquer ces accords. Il n'était pas question de séparer l'Ukraine, de ces régions-là de l'Ukraine. Non, qu'on laissait une fédération, qu'on laissait aux gens de vivre. Oui. Mais ça n'a pas été appliqué. Juste un côté fédéral. Ça ne s'est pas fait. Et depuis 2014, dans le Donbass, chose dont on n'a pas parlé, disons, printemps 2014 jusqu'à février 2022, là, lorsque l'opération spéciale a démarré en Ukraine, de la part de la Russie, vous avez eu quand même 14 000 morts. Parce que régulièrement, les forces kieviennes, les forces du régime de Kiev n'ont pas arrêté de bombarder les populations civiles du Donbass. 14 000 morts. Menés par les Russes et machin. Vous vous rendez compte? Ça, on a... Alors, bon, les personnes les plus honnêtes maintenant commencent à dire, oui, effectivement, il y a eu tout ça. En février-mars, personne n'en parlait. Oui, c'était... la Russie avait tous les torts et elle a réagi sans aucune raison. Mais la Russie, elle a surtout réagi parce qu'il est avéré maintenant qu'une opération militaire lancée par Kiev et appuyée par l'OTAN devait provoquer un massacre de population russe du Donbass pour les terroriser et les pousser à fuir. La Russie est intervenue de manière préventive. Alors on va dire, évidemment, c'est celui qui tire le premier qui a tort. Mais quand on replace le contexte dans son histoire aujourd'hui, c'est bien l'OTAN et les Occidentaux qui ont été les premiers à tirer. Alors, il faut bien dire une chose, l'Ukraine aujourd'hui, c'est le 51e État des États-Unis. C'est une colonie otanesque. Ce n'est rien d'autre. Avec un comique qui fait rire personne, qui à mon avis doit être cocaigné aussi, c'est le sieur Zelensky. Qui a envoyé d'ailleurs à l'abri ses parents dans une magnifique villa de plus de 8 millions de dollars, en Israël. Pourquoi en Israël d'ailleurs, je ne sais pas. On se demande bien. Mais aussi, lui-même, certains pensent qu'il fait des vidéos sous fond vert. Et oui, on se demande mais bien sûr, oui. S'il ne sait pas cloîtrer également. Quoi. Mais bon, après. Enfin, ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Là, il est parti voir Biden recevoir des subsides, acheter sa cocaïne ou peut-être prendre des ordres. Je ne sais pas. Là, je suis peut-être méchant, mais bon. Bon, il faut bien rire un petit peu. Mais oui, à la limite, par contre, c'est la meilleure chose que l'on peut faire aux Russes, finalement, de les couper un peu de l'ultralibéralisme malgré tout et qu'eux nationalisent leur économie justement, depuis 2014. Quoi. Justement, là, il y a une chose que, du point de vue des Occidentaux, c'est là que je me dis, ce sont des crétins, ce sont des imbéciles. C'est inconscient. Il leur manque une case, ou alors ils veulent nous faire écrouler, parce que quand vous avez Bruno Le Maire, là, maintenant, qui se promène avec des cols roulés en cachemire, là, qui a dit on prend des sanctions contre la Russie, dans 8 jours la Russie sera à genoux. Mais ces gens-là n'ont pas compris qu'en 2014, lorsque la Russie a récupéré la Crimée, je ne dis pas qu'elle ne l'a pas annexée, elle l'a récupéré la Crimée, parce que la Crimée a toujours fait partie de la Russie depuis le XVIIIe siècle. Elle est peuplée à 95% de Russes, parce que vous avez 5% de Tatars. D'ailleurs, les Tatars, aujourd'hui, ils sont en train de soutenir le régime de Kiev. Hein. Ah oui, oui. Ils ont... c'est la minorité. Oui, ils ont envoyé des troupes de l'autre côté. Bon, mais ils ont... D'accord, ouais. Mais enfin, bon. Et la Crimée n'a jamais voulu faire partie de l'Ukraine. En 91, au moment de la dissolution de l'URSS, il y avait eu un référendum déjà en Crimée qui avait demandé à 90-95% leur attachement à la Russie. On n'en avait pas tenu compte à l'époque. Donc, en 2014... eh bien, automatiquement, Vladimir Poutine a récupéré l'Ukraine, qui est russe, qui a répondu aux demandes des Russes, et avec en plus l'intérêt militaire de récupérer totalement le port de Sébastopol, sur lequel les Américains, les Anglo-Saxons étaient en train de lorgner depuis longtemps. Voilà. Donc, la Russie, depuis 2014, depuis les premières sanctions prises contre elle, a commencé à s'organiser par elle-même, à ne compter que sur elle-même. Par exemple, nous, on exportait des fruits et des légumes, des tomates et autres.
Ben maintenant, on n'en exporte plus. C'est la Russie qui en exporte. Parce qu'ils se sont mis à travailler. Industriellement, ils se sont mis à essayer de produire par eux-mêmes ce qu'ils importaient. Donc, et la Russie a mis en place un système informatique de telle manière qu'ils puissent se couper de tous les réseaux occidentaux. Progressivement, la Russie a créé toutes les conditions, sachant très bien que ce qui pouvait arriver, de se passer totalement du monde occidental. Oui, parce qu'ils leur ont supprimé les réseaux sociaux, les Instagram, y compris les chaînes McDonald's, etc. Donc ils ont fait des burgers... Mais bien sûr. Chez eux. Mais oui, voilà, ils ont nationalisé le même concept. Et c'est ce que disons, nos ennemis, parce que ce sont nos ennemis, les dirigeants de la France, il faut le dire aujourd'hui, la France, de l'Allemagne et d'ailleurs, ne sont pas les dirigeants de la France, sont des sortes de gauleiters du mondialisme qui veulent nous asservir et nous détruire. Hein. Ça, il faut le dire clairement. Eh bien, ces gens-là n'ont pas compris, n'ont pas vu que la Russie était capable de s'en sortir par elle-même. Que la Russie pouvait... se passer de l'Occident. Par exemple, les Airbus. La Russie, d'ici un an et demi, elle va être capable de construire ses propres chaînes de gros porteurs de passagers civils. Et elle va les vendre dans le monde. Comme vous dites, donc les sanctions ont permis de nationaliser l'économie, de se débrouiller par ses seules forces, un petit peu d'ailleurs comme Hitler en son Mais voilà. Et aussi de de pousser la Russie donc dans les bras de la Chine entre autres, etc. Après, ça a provoqué un peu un changement d'amitié. C'est ce que nous avions publié dans Militant dès le mois d'avril en disant mais les sanctions n'aboutiront à rien. Mais par contre, elles vont nous retomber dessus. Nous avions écrit ça dans Militant au mois d'avril. D'où la crise énergétique aussi, entre autres d'ailleurs. Il y avait déjà fermé des centrales et à couper les ponts. Une crise précédente avec les Mistral. Est-ce que Hollande avait mis son veto pour que... avait mis son veto sur les Mistral. Personne ne comprenait rien à l'époque. Mais non, mais c'était déjà sous les pressions otanesques. Les pressions Et donc, dans cette histoire-là, la Russie aujourd'hui a une industrie militaire bien plus avancée que celle des États-Unis, avec un budget militaire pourtant, mais moindre, c'est même pas le quart. La Russie a gardé un système d'instruction publique, de formation des gens tout à fait performant, à la différence de ce qu'on a chez nous. Même si en ce moment, je sais qu'il y a des problèmes. Mais par rapport à nous, c'est un système extrêmement performant. J'imagine que déjà, ils sont plus patriotes que nous, plus chrétiens, là où nous, à l'école, on chie sur, excusez-moi du terme, on défecte sur notre identité. Donc, c'est une grosse différence aussi. La Russie, nous, on a le problème du cosmopolitisme aussi. Alors, en Russie, il y a des problèmes de cosmopolitisme aussi, c'est vrai. Il y a des problèmes. Comme c'est eurasiatique. C'est eurasiatique. Et effectivement, il y a un certain nombre de Russes. Un certain nombre de Russes qui critiquent justement la politique, disons, antiraciste, si l'on peut dire, de Poutine, qui laisse venir un petit peu trop disons, de gens de la périphérie, que là-bas on appelle les Noirs, les Tchornis. Bon. Mais la Russie ne s'écroule pas. Au contraire, elle se renforce. On a pris des mesures sur les hydrocarbures. La Russie, aujourd'hui, est bénéficiaire, est excédentaire. L'excédent budgétaire russe, a quadruplé en un an. Je crois qu'on est à l'équivalent de 9 milliards d'euros. Nous, on a un déficit, allez voir notre déficit. Je crois que l'année prochaine, la France le gouvernement français est autorité à emprunter 260 ou 280 milliards. 280. Voilà, 280 milliards. Non, mais vous vous rendez compte, on va creuser notre déficit. La Russie, elle ne dépend pas des banques. Elle ne dépend pas des banques occidentales et judéo-protestantes. Elle n'en dépend pas. Oui, c'est ça qui les dérange. Et alors donc, aujourd'hui, la Russie, en plus, au lieu d'être isolée du monde, mais elle a les 2 tiers de l'humanité avec elle. Elle a la Chine, elle a l'Inde, le Brésil, on ne sait pas ce que ça va donner au Brésil, parce que là, la Syrie... Le Brésil, ça peut basculer. L'Amérique... le Brésil, attention. Le Brésil, on pourra encore faire une émission, parce que là, actuellement, les élections ont été volées à Bolsonaro. C'est un petit peu ce qui s'était passé contre Trump. Et là, actuellement, il y a des émeutes tous les jours au Brésil. On ne retrouve aucune trace sur les médias officiels régimistes en France. Bon, mais ça, on va aller loin avec tout ça. Mais alors, on nous dit toujours,
On entend encore là dernièrement, oui, la Russie va s'écrouler, on va l'avoir, on va l'avoir. Non. Ils y croient. Non. Alors il faut dire une chose, la Russie, Moscou a été occupé en 1612 par les Polonais. Ils y sont restés 1 an, ils sont repartis. Et après, c'est la Russie qui a occupé la Pologne. À tort ou à raison, mais c'est la Russie qui a enchoussé la Pologne. Comme on dit, ni Napoléon ni Hitler a réussi, donc a priori, ça a l'air d'être compliqué. C'est d'ailleurs Piotr Tolstoï, qui est vice-président de l'Assemblée russe, de la Douma, qui a dit Napoléon est venu à Moscou, nous, on l'a raccompagné à Paris. Hitler nous a envahis, il est allé sur la Volga, on a été à Berlin. Il dit alors maintenant, il dit bien, où peut-on aller maintenant? Et effectivement. Les États-Unis. Oui. Mais les États-Unis, c'est 4 à 5% de la population mondiale. Les industries sont quasiment inexistantes. La monnaie, c'est une monnaie de singe. Comment voulez-vous, même si vous avez des réseaux puissants ou un réseau militaire puissant, prétendre à gouverner le monde de cette manière? Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, alors on va vous dire, oui, les sanctions ont été votées à l'ONU contre la Russie. Oui, les sanctions ont été votées, mais ne sont pas appliquées. Au contraire, le commerce avec la Russie continue de plus belle. Et alors, nous, les sanctions, alors il faut redire un mot quand même des sanctions actuelles, c'est que on a besoin de gaz, on a besoin de pétrole. On le refuse vertueusement à la Russie parce qu'on ne veut pas commercer avec la Russie, mais seulement on le paye à un prix astronomique à travers des importations qui viennent d'Azerbaïdjan, parce que l'Azerbaïdjan, c'est du gaz russe estampillé azéri, qui va venir à travers l'Inde, qui va venir par d'autres réseaux, on le paiera beaucoup plus cher, mais ça ne changera rien du tout, ça ne change rien du tout. On veut priver la Russie de pièces de rechange, mais la Russie, maintenant, elle est en train de progressivement les faire. Elle est en train de mettre en place ses usines de microprocesseurs. Alors, ça prend du temps, il y aura des ratés, il y a toujours des ratés. Vous savez, en Russie, la Russie, on parle du désordre russe, certains disent le bordel russe. Il y a un mot pour ça, c'est Russie bardak. C'est le désordre russe. Ah oui, mais le désordre russe, il arrive toujours à s'en sortir. Ils s'en sont toujours sortis. Hein, pendant un temps, ça va de travers et autres, et puis finalement, ils avancent, ils se développent. Je vais vous laisser comme ça. Donc, vouloir rompre aujourd'hui les contacts avec la Russie, vouloir écraser la Russie, on n'y arrivera pas. Par contre, chez nous, oui, on est en train de s'écrouler progressivement. Vous dites que c'est pire que lors de la guerre froide, à la limite. Et oui. On s'auto-flingue. Enfin, Orban parle de balles dans le poumon. Oui, Orban parle de balles dans le poumon parce que c'est à peu près, en gros, dans toute l'Union européenne, le seul qui a encore les pieds sur terre, c'est Orban. D'ailleurs, c'est pour ça que Bruxelles veut le dégommer, si on peut dire. Hein. Voilà. Donc oui, pire que lors de la guerre froide. Quoi. Mais c'est pire que de la guerre froide, parce qu'au moment de la guerre froide, même au moment les plus durs, vous aviez des contacts culturels avec la Russie. Aujourd'hui, un chef de renommée internationale comme Valéry Gergiev a été chassé d'Europe. On n'a plus d'opéra russe, on n'a plus rien. Si on peut monter ici, encore Mélanie qui a accepté de participer à la Scala de Boris Godunov. Mais autrement, on n'a plus de contact avec la Russie, on s'écarte de tout. Donc, aujourd'hui, alors, la victime, c'est l'Union européenne. C'est l'Union européenne. Et, pour l'instant, les États-Unis tirent leur épingle du jeu. Parce que finalement, du point de vue énergétique, et l'affaire de Nord Stream est extrêmement importante de ce point de vue-là, montre que les Occidentaux, l'Europe carolingienne, est dans la main des États-Unis. Parce qu'elle a pas su lui dire non. Elle n'a pas su renverser, avoir, disons, la force d'âme, la force de caractère de renverser éventuellement des alliances. Mais vous avez cette histoire de Nord Stream, pourquoi? Vous savez, les explosions qui ont eu lieu là, octobre-novembre. L'Allemagne, dont l'industrie dépend du gaz russe, tergiversait
pour éviter de couper les ponts avec la Russie. Eh bien, les Américains, les Anglo-Saxons, parce que peut-être que les Anglais, le MI6 était peut-être dedans aussi, ont tout simplement fait sauter les gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2 au large de la Suède. Donc aujourd'hui, eh bien, ils dépendent des importations d'hydrocarbures et de méthane, de gaz de schiste américains. Alors, il faut aussi remarquer que cette histoire de gaz de schiste, l'Union européenne a refusé d'en faire la prospection parce que, à juste raison, ça fracture les sols, ça provoque beaucoup de dégâts. Mais par contre là, on ne va pas hésiter à importer du gaz de schiste qui vient des États-Unis où ça provoque des dégâts écologiques et environnementaux énormes, catastrophiques. Et c'est là que l'on remarque autre chose. C'est à qui profite le crime? Vous voyez que derrière toutes les sociétés qui se mettent en place pour ces transports de matériel, pour de gaz, pour contrôler les économies et autres, vous avez deux grosses sociétés. Vous avez BlackRock et Vanguard. Actuellement, au Texas, la société qui va permettre d'exporter le gaz de schiste américain vers l'Europe est tenue par Vanguard. Et ces sociétés-là, il faut bien voir ce que ces sociétés d'investissement américaines, BlackRock et Vanguard, ont un chiffre d'affaires, détiennent des actifs qui représentent plus que le PIB de la France et de l'Allemagne réunis. Ce sont des groupes extrêmement puissants, derrière lesquels vous retrouvez quelques petits groupes de familles. Et notamment, effectivement, la haute finance protestante et juive de Wall Street et de la City. Y compris même aussi, d'après ce que je peux savoir, la famille royale britannique, qui est liée à tout ça. Donc, il faut bien voir aujourd'hui que nos peuples, alors la Russie, elle défend son identité, défend son indépendance, tandis que nous, nos peuples, sont sous la coupe d'une oligarchie pyramidale, alors on pourrait dire comme des sortes de poupées russes qui s'emboîtent, avec au sommet quelques groupes financiers qui tirent les ficelles de tout le monde. Vous avez le PDG de BlackRock, Larry Fink aussi qui fait partie de la communauté, qui en gros a son couvert mis à la table de Macron à l'Élysée quand il veut. Vous voyez, donc l'Occident aujourd'hui est complètement sous l'emprise de tout ce monde. Et notre tâche à nous, c'est d'arriver à nous en délivrer. Oui, après on disait en plus la Russie de son côté, elle a tendance à s'étendre, donc l'influence en Eurasie, voire même jusqu'en Afrique maintenant. Alors effectivement, le conflit actuel en Ukraine, si on le limite uniquement à l'Ukraine, on n'a pas une vision globale des choses. La vision globale des choses, c'est que en gros, nous sommes en marche vers une troisième guerre mondiale. C'est une troisième guerre mondiale, et la Russie, depuis longtemps, prend des gages à travers le monde. Alors évidemment, il ne faut jamais oublier la Chine dans l'affaire, qui elle aussi est aujourd'hui le principal ennemi des Américains, même s'ils se battent contre la Russie, si l'on peut dire, par Ukrainiens interposés, mais c'est la Chine. Et ce qui n'empêche pas Vladimir Poutine, enfin la Russie, de tailler des croupières à la France, au Mali, parce que nos dirigeants ont commis des erreurs énormes. Ce ne sont pas nos militaires. Nos militaires ont toujours été d'excellents soldats, ils ont toujours fait leur boulot correctement, mais ce sont les dirigeants qui cassent les choses. Vous avez la Russie en Afrique, vous avez la Russie en Syrie, qui a quand même empêché la mainmise de l'OTAN et des Américains sur la Syrie. Vous avez la Russie qui est en train de développer ses réseaux de communication avec l'Inde pour y envoyer du gaz. Vous avez, comment on peut dire, la Russie qui développe ses relations à travers le monde et qui progressivement, en gros, on pourrait presque dire que la Russie est en train d'enserrer l'Europe.
par ces nouvelles alliances. Par exemple, l'Algérie aujourd'hui a conclu des contrats d'armement et des contrats militaires avec la Russie. La France est évincée. Alors que Macron est très pro-algérien dans le sens où il s'excuse tous les matins. Il s'excuse tous les matins de la colonisation. Voilà. Il s'excuse d'avoir transformé un pays où il y avait des chemins de terre en un pays où il y a où quand on est parti, il y avait des routes et 4600 km de chemin de fer. C'est ça, ce qui fait que l'Algérie nous méprise et le Maroc aussi nous déteste, puisqu'il y a l'affaire du Sahara. Et l'affaire du Sahara, ben oui. Bon, voilà. Et alors, par contre, il ne faut pas non plus voir que la Russie n'a pas des conflits avec les personnes avec qui elle s'entend. Bon, avec la Chine, il y a des rivalités, mais je pense que nous y reviendrons. Oui, vu que c'est le troisième sujet. Oui, à propos de l'Asie centrale. Mais dans la situation aujourd'hui, ce qui est en jeu, c'est, à terme, c'est la suprématie mondiale des États-Unis. Vous avez Blinken, qui est d'origine juive ukrainienne, qui est en gros actuellement l'homme fort des États-Unis, qui d'ailleurs parle très bien français, puisqu'il a fait une partie de ses études en France, qui a déclaré que les États-Unis ne peuvent pas concevoir un monde dans lequel ils n'en sont toujours pas les dirigeants. Alors que la Russie dit une chose, mais nous sommes pour un monde multipolaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs centres. C'est soi-disant que le choix de qui dit qu'il pouvoir. est pour aussi, mais en fait non. Dès que la Russie prend son indépendance, pas du tout. Voilà, justement. Ah ben oui, ils sont pour un monde multipolaire à condition que tout soit dirigé de Wall Street et de la City. C'est ça, oui. C'est ce que ça veut dire, oui. Et là, ça ne fonctionne pas. Là, ça ne fonctionne pas. C'est mensonger. C'est mensonger. Et donc, ce qui est en cause, c'est la suprématie du dollar. La monnaie en tant que telle, la monnaie de ça, vous disiez. Mais aujourd'hui, le dollar ne représente quasiment plus rien. Depuis 1914, le dollar a perdu 90% de sa valeur. C'est énorme. Le dollar ne représente plus rien. Et progressivement, vous avez par contre des pays comme la Russie, comme la Chine, qui sont en train de mettre en place un autre système monétaire international, notamment avec ces systèmes de crypto-monnaies, de monnaie numérique, qui en sont qu'à leur tout début, mais ça peut provoquer des changements extrêmement importants. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera peut-être dans une autre vidéo plus tard. Et qui montre qu'un autre système financier et économique est en train de se mettre en place dans le monde. Et cela, les États-Unis ne peuvent pas l'accepter. Il y a quelque chose aussi, alors là, d'extrêmement important. Au-delà, et là, ça se place au niveau de l'esprit, au niveau de spirituel, au niveau, disons, même de l'avenir de l'humanité, pas uniquement économique, mais spirituel. C'est que l'Occident, aujourd'hui, est aux mains de satanistes. Et les Russes, Poutine notamment l'a dit lui-même, le patriarche de toutes les Russies l'a dit aussi. On voit très bien, Poutine a dit, nous n'accepterons jamais que le mariage soit autre chose que le mariage d'un homme et d'une femme. Nous n'accepterons jamais qu'un père et une mère deviennent parents 1 et parents 2. Donc c'est un combat. Le conflit de fond, il est là. C'est un combat spirituel, c'est un combat de fond. C'est un combat de fond. Et aujourd'hui, il faut le dire, la Russie représente le combat pour la civilisation et les dirigeants que nous avons ici représentent les combats de l'anti-civilisation et du satanisme institutionnalisé. Lorsque vous voyez que l'on développe l'avortement jusqu'à 9 mois, qui est un infanticide, et il y en a même qui disent on peut même éventuellement éliminer les enfants jusqu'à 1 an ou 2. Maintenant, vous avez les idées qui avancent. Hein, ben oui, mais pendant combien... Il faudra l'étouffer avec un coussin. Voilà. Et après, on vous dit, maintenant, si vous êtes malade, eh ben, faites-vous euthanasier. D'ailleurs, l'État, si on peut dire, le plus monstrueux en la matière, c'est le Canada. Au Canada, aujourd'hui, que se passe-t-il? Vous avez des personnes qui sont paralysées, des sportifs ou autres, ils demandent un équipement pour pouvoir vivre dans leur maison, on leur dit mais non, faites-vous euthanasier, ça ira plus vite. Alors on ne veut pas leur payer l'équipement, mais par contre on va être assez charitable, si je puis dire, pour leur payer la charité curieuse. La charité curieuse de la piqûre pour les envoyer dans un monde autre. Voilà. Et tout comme ça. Vous avez... Chez nous, cette inversion des mariages, cette dissolution de la société. Alors, soyons clairs, des invertis, il y en a toujours eu. Mais on n'en faisait pas la promotion. Chacun vivait de son côté. Aujourd'hui, on en fait la promotion. On doit obligatoirement
presque à la limite, c'est à la mode d'être un averti. Oui, et puis on est condamné si on dit des choses un petit Et peu si on dit trop, des choses là. Mais bon, aujourd'hui, il faut bien le dire. Alors, il y a un combat qui se mène chez nous, mais effectivement, actuellement, nous sommes minoritaires. Nous n'avons pas accès aux grands réseaux. Il faut nous organiser, il faut se préparer nécessairement des événements graves qui se produiront un jour, qui déstabiliseront le système, parce qu'on ne peut pas aller contre l'ordre naturel comme on le fait actuellement, sans problème. Mais aujourd'hui, notre combat à nous est en quelque sorte le même que celui que mènent des pays comme la Russie, ou même la Hongrie. Nous devons défendre la civilisation, la loi naturelle qui est représentée chez nous par la civilisation chrétienne et par la morale chrétienne. Le christianisme, indépendamment d'être la vérité ultime du monde, le christianisme, finalement, transmet à travers la civilisation les principes de la loi naturelle, les principes saints qui permettent à une civilisation de vivre. Donc, notre combat à nous et celui de pays comme la Russie sont des combats culturels. Il y a une sorte d'union, si on veut dire, de tous ceux qui pensent que le monde ne vaut pas la peine d'être vécu si leur nation traditionnelle, leur nation fondée sur la morale saine, naturelle, n'existe plus. Voilà l'enjeu qui est actuel. Et là, je pense que, vu l'évolution des choses, la guerre en Ukraine, au lieu de s'apaiser, va de pire en pire. On voit de jour en jour, on voit les Occidentaux qui poussent à la guerre, qui envoient des armes à l'Ukraine, qui envoient même des mercenaires. On voit très bien de jour en jour que nous allons vers une sorte de troisième guerre mondiale, si déjà elle n'est pas commencée. Mais il faut dire une chose, l'Europe a été déjà saignée par 2 guerres mondiales, que d'aucuns appellent une guerre de 30 ans, entre 14 et 45. Nous n'avons vraiment pas besoin de ça aujourd'hui, alors que l'Occident européen est envahi par des populations inassimilables, halogènes, que spirituellement, c'est un trou noir de la civilisation, que nous ne faisons plus d'enfants, que nos industries sont en train de disparaître, que nous ne sommes plus autosuffisants en rien, à commencer par la France qui n'a plus d'électricité. Là encore, il faut juste faire une incidente, mais dire qu'il faudra qu'on m'explique pourquoi on vend du gaz, on donne du gaz, on vend, enfin je sais pas trop, à l'Allemagne, du gaz, pour qu'elle nous fabrique de l'électricité et qu'elle nous le revende. Ça, il faudrait qu'on me l'explique. Là, je suis pas assez intelligent pour comprendre ça. Voilà. Donc, il faut bien voir, nous allons vers une catastrophe. Et notre devoir à nous, eh bien, c'est de garder l'espérance et, autant que nous sommes, de nous former, de nous regrouper, de nous organiser, non pas de tenter des coups d'éclat, dire on va aller faire un attentat à droite, à gauche ou autre. Non, c'est pas le problème. Le problème, c'est de nous former, de nous organiser pour être en mesure, la situation arrivant, de changer le cours du monde pour rétablir l'ordre naturel des choses. Voilà. Très bien. Ce sera donc la conclusion de cette vidéo. Après donc le traitement des 2 prochaines, qui sera une sur l'Ukraine plus en détail, et l'autre l'Asie centrale en général. Voilà. C'est bien ça. Voilà. Donc recommander un petit peu la lecture de la revue Militant pour conclure. Alors la revue Militant, oui, la revue Militant est une revue mensuelle qui paraît 11 fois par an, fait 16 pages, avec des textes relativement denses. Bon, vous voyez, c'est bien rempli. Alors, vous pouvez faire un abonnement d'essai, renouvelable une fois, un abonnement d'essai de 6 mois. L'abonnement était de 25 €, pour cause de frais, nous l'avons porté à 30 €. Par contre, l'abonnement normal n'est pas changé, il reste à 59 €. L'abonnement renforcé à 160, et vous pouvez vous abonner par Internet sur notre site ou en écrivant à Militant, boîte postale 154 75 463, Paris CEDEX 10. Mais si vous pouvez passer par Internet, c'est mieux, étant donné que nous avons quelques problèmes avec le service, les services postaux. Bon, je ne dirai pas trop les raisons, peut-être un jour plus tard, mais voilà donc.
Donc il faut de toute façon soutenir notre presse, parce que si nos journaux disparaissent, là c'est une voie de liberté, d'expression qui disparaît, et c'est donner une arme supplémentaire au régime. Voilà, merci Florian. Très bien, merci à vous et bonne soirée. Merci Jean.